à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une table ronde qui est chère à la tribune et qui m'est chère également parce que je pense que l'extraterritorialité est un sujet fondamental pour les Français et les Européens et pour le reste du monde d'ailleurs face à l'intrusion certainement très intrusive d'ailleurs des Américains dans le droit. Donc extraterritorialité, l'instrumentalisation du droit par les grandes puissances, c'est le thème de ce débat. Et j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Semla, avocate au barreau de Paris et de New York, associée au cabinet J de Loyette Nouel et vice-présidente du comité anticorruption, IBA. Frédéric Pierucci, fondateur du cabinet conseil Icarian et célèbre malgré lui dans le dossier Alstom. Raphaël Gauvin, député de La République En Marche, auteur d'un rapport remarqué sur l'extraterritorialité, et Nicolas Ravaille, professeur à l'école de guerre économique. Voilà, on va partir sur ce débat. On va commencer avec Frédéric Pierucci. Donc vous avez été au cœur de l'affaire Alstom, bien malgré vous, en étant un peu l'otage de la justice américaine. Au-delà de cette affaire emblématique, il est bien question d'une guerre économique entre les États-Unis et le reste du monde. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous validez ce principe-là ? 14 milliards de dollars payés par les entreprises françaises sur les 10 dernières années au Trésor américain pour avoir enfreint les lois extraterritoriales américaines, que ce soit le FCPA ou les lois sur les contrôles des exportations ou les embargos américains, les sanctions américaines. Donc on parle de sommes absolument colossales. De l'autre côté, zéro amende imposée par la France aux entreprises américaines pour des faits similaires. Donc on est dans une asymétrie complète des sanctions. Si on prend l'ensemble des entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreinte à leur loi extraterritoriale FCPA, vous avez à peu près les 3/4 des entreprises qui sont des entreprises européennes. Donc c'est une guerre économique. Le droit est utilisé comme arme de guerre économique pour déstabiliser principalement les concurrents américains, des entreprises américaines, les concurrents français, les concurrents allemands, les concurrents suédois, italiens, anglais. À peu près tous les pays ont subi les fourches codines du droit américain. Donc on est effectivement dans une guerre du droit qui va en s'accélérant. La grande différence depuis ces dernières années, c'est que depuis que Trump était au pouvoir, c'est devenu au grand jour, c'est apparu au grand jour, mais celui qui a vraiment industrialisé toute cette manipulation du droit, c'était sous Obama. C'est sous Obama qu'on a eu les plus grosses amendes payées par les entreprises françaises et européennes. Le risque avec cette nouvelle élection, c'est qu'on se rendorme après une période où on a été un petit peu réveillé. Donc vous pensez que avec Joe Biden, ça ne changera pas ? Ça ne changera pas parce que c'est une stratégie qui a été mise en place à la fin de la guerre froide par Clinton et poursuivie par toutes les administrations américaines. Donc, en fait, il y aura peut-être une autre face de l'exécutif américain, mais derrière, ça sera exactement la même chose. Donc, on va continuer sur la même voie. Et donc, il ne faudrait pas que nous nous rendormions après avoir été un peu réveillés pendant 4 ans. Sophie Semla, vous êtes avocate au barreau de New York. Quelle est la perception des Américains vis-à-vis de cette arme qu'ils ont entre les mains ? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un droit ou que c'est un racket ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression d'instrumentaliser le droit ? Quelle est votre analyse là-dessus ? Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il y a une vision des Américains qui est aussi différente de nous, une vision de la justice. Il y a un système aux États-Unis qui n'est pas une justice de défense, qui est un système de justice de deal, avec une vision d'avocat qui
qui n'ont d'ailleurs souvent jamais défendu leurs clients et qui considèrent que le but des choses, ils ont un espèce de rôle de cette recherche de la vérité, de trouver la vérité et de discloser aux autorités américaines des faits qu'ils considèrent comme moralement répréhensibles, ce qu'on n'a pas du tout en France, et les avocats n'ont pas du tout la même formation, parce que nous, on défend nos clients et on n'est pas là pour se substituer aux autorités de poursuite. Donc je pense qu'ils n'en ont pas forcément conscience, même si, bien sûr, les autorités publiques américaines le savent très bien et que ils cherchent à le dissimuler en disant mais non, nous ce qu'on cherche, on est les gendarmes du monde, la corruption par exemple sur le FCPA c'est très mal, il faut absolument qu'on fasse ça. Alors il y a cette problématique de recherche de deal et donc des avocats qui coopèrent, enfin plus que coopérer, qui vendent leurs clients à la justice, et puis américaine. Et puis d'un autre côté, effectivement, les autorités qui veulent utiliser ça contre les Européens, hein, essentiellement, parce que les entreprises chinoises, alors même si Trump a lancé la guerre contre les Chinois, il y a beaucoup moins de sanctions contre les entreprises chinoises, notamment en matière de corruption. Alors on ne peut pas penser qu'elles soient à un niveau supérieur des Européens. Et puis, on voit cet acharnement judiciaire, et il y a une affaire qui est assez intéressante, qui est l'affaire Hoskins, qui est une affaire qui est liée à l'affaire Alstom. C'est un des dirigeants d'Alstom qui était dirigeant d'une filiale anglaise d'Alstom, qui a été mise en cause, donc, comme Frédéric Pierucci, dans cette affaire. Et on voit l'acharnement du DOJ dans cette affaire, puisqu'il y a eu plusieurs décisions, et des décisions qui étaient assez encourageantes pour les Européens et je dirais les individus européens, personnes physiques, en disant que le FCPA ne pouvait pas s'appliquer à M. Hopkins parce qu'il était salarié d'une entreprise anglaise, qu'il n'avait pas commis d'acte aux États-Unis, donc la loi américaine extraterritoriale ne pouvait pas s'appliquer. Puis il y a eu un achat. Alors ils ont dit non, ok, c'est pas ça. Donc on refait une chose, on va prouver qu'il était agent de la société américaine. Là encore, les magistrats ont dit non, ça s'applique pas. Et finalement, M. Hoskins a été, dans une 4e ou 5e décision, a été condamné sur le terrain du blanchiment à 15 mois de prison. Donc on voit qu'il y a quand même un acharnement des autorités américaines à chercher à sanctionner de manière là très artificielle, parce que les fondements juridiques, vous serez dans un tribunal français, si vous changez 15 fois de fondement, alors c'est vrai que on peut faire évoluer les qualifications juridiques, mais je ne pense pas que ça passerait très bien. Donc on voit qu'il y a véritablement cette volonté de sanctionner par les autorités. Et donc cet acharnement reflète-t-il cette guerre économique ? Ah bah clairement, hein, je pense que très clairement, et je vous dis, c'est étonnant, quand on voit les sanctions, et Frédéric l'a rappelé, on voit que c'est essentiellement des entreprises européennes et qu'il y a très peu d'autres, d'entreprises d'autres asiatiques. Alors il y a des entreprises sud-américaines, parce qu'il y a Petrobras qui a fait effectivement, mais vu ce qui s'est passé au Brésil, ils pouvaient difficilement pas ne pas les sanctionner. Mais sans ça, c'est essentiellement des entreprises européennes. Et je vous dis, par exemple, les Chinois, il y a très peu de condamnations. Donc oui, je pense que c'est le cas. Raphaël Gauvain, vous avez été l'auteur d'un excellent rapport parlementaire sur l'extraterritorialité. Alors, moi, j'ai très envie, et tout le monde a très envie de savoir si le gouvernement va donner suite à votre rapport, avec notamment la modernisation de la fameuse loi de 1968. Oui, alors bonjour, merci de m'avoir invité. Peut-être avant de répondre à la question, juste peut-être une ou deux observations pour rebondir sur ce qu'ont dit les personnes avant moi. D'abord sur l'élection américaine, je partage tout à fait ce qu'a dit Frédéric Pierucci. Cette histoire de l'extraterritorialité, c'est quelque chose qui est très 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 largement partagé par l'ensemble de la classe politique américaine, que ce soit les démocrates comme les républicains. Et que c'est vrai que l'essentiel des condamnations, les condamnations les plus fortes, et notamment pour la France, il y a eu l'affaire Alstom, l'affaire de la BNP, où l'entreprise avait été condamnée, non pas pour des affaires de corruption, mais pour des affaires de sanctions à près de 10 milliards de dollars. Ça s'est passé sous l'administration Obama. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que Trump, en réalité, nous a aidés par sa violence, son emportement dans ses propos, la façon dont il a géré notamment l'affaire iranienne, où il y a eu ce retrait totalement unilatéral, etc. Il nous a certainement aidés pour, en tout cas pour les Français et les Européens, pour prendre conscience de cette
guerre économique et la façon dont les Américains se servent de la règle de droit comme une arme de guerre économique. Et donc, oui, évidemment, il faut faire preuve de très, très, très grande vigilance. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Sophie, sur parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui a commencé avec, comme tu l'as parfaitement dit, hein, en sortant de la guerre froide avec l'administration Clinton, où les Américains ont commencé à mettre en place ces lois extraterritoriales. Et on a aujourd'hui un retour d'expérience de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées. Et donc, on arrive objectivement parce qu'on voit quelles sont les principales entreprises qui sont poursuivies et condamnées, dans quel secteur, etc., etc. Et objectivement, ce qui ressort des chiffres, c'est que c'est principalement des entreprises européennes et des entreprises qui sont concurrentes des entreprises américaines et l'affaire Alstom est la parfaite illustration de ce qui s'est passé avec l'instrumentalisation de la procédure anticorruption, avec derrière une opération de prédation économique contre un des fleurons de l'industrie française. Ceci dit, pour répondre à votre question... Vous avez fait ce fameux rapport, et donc... sur le rapport... Alors, il était prévu, notamment, donc j'ai remis mon rapport en juin 2019, et qu'en 2020, il y ait un véhicule législatif, enfin une loi, qui permette, notamment sur la loi de blocage, de permettre de renforcer notre arsenal juridique et de le voter au Parlement. Et il s'est passé, on a tous des masques, vous savez ce qui s'est passé en France, en mars dernier, on s'est tous retrouvés confinés chez nous, encore maintenant d'ailleurs. Donc tout le calendrier législatif a été bouleversé. Je ne peux évidemment pas vous donner une réponse exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement, avec le gouvernement, le texte n'est pas prêt, mais en tout cas on travaille. Il y a un travail important parce que il faut définir, on pourra rentrer dans le détail, mais quelle information exacte on veut protéger, où on met le curseur, pour pas affaiblir nos entreprises tout en leur donnant les moyens de défense. Donc tout ça demande beaucoup de concertation, etc. Donc j'ai bon espoir, enfin c'est pas que j'ai bon espoir, mais j'en suis persuadé qu'avant la fin du quinquennat, on arrivera à trouver un créneau pour mettre dans notre droit cette loi de blocage. J'ajoute que dans mon rapport, il y avait une autre recommandation qui était sur les... Oui, enfin en tout cas, peut-être pas sur les... Enfin si, sur les avocats, mais ce qui était important, c'était la nécessité absolue de protéger les avis juridiques internes. En fait, la réflexion juridique interne à l'entreprise. Parce que on a pu voir dans le cadre de ce rapport, dans le cadre de ce travail, que c'était l'une des grandes faiblesses de notre arsenal juridique. Et la France était l'un des seuls pays au monde à ne pas protéger les avis juridiques internes. Et dans le cadre de ces procédures, que ce soit d'ailleurs les procédures pénales comme civiles, nos entreprises se retrouvaient totalement dénudées et à jouer dans ce cadre de ces procédures, qu'ils soient civiles ou pénales, elles jouaient à jeu totalement ouvert, enfin pas elles jouaient, elles jouent aujourd'hui à jeu totalement ouvert face aux concurrents américains, etc. Et d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, elles ont mis en place ces instruments qui donnent des armes dans ces procédures à nos entreprises pour pouvoir se défendre. Et ça a été annoncé par le ministre de la Justice c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, lors de la discussion budgétaire, où il a dit que le sujet était sur la table. Alors c'est compliqué, parce que c'est une réforme je crois que j'étais le 9e rapport qui appelait à qui dénonçait, qui sonnait un cri d'alarme. Et donc il y a beaucoup d'opposition, que ce soit du côté des avocats comme des autorités d'enquête, mais il y a cette nécessité absolue à renforcer notre arsenal là-dessus. Il y avait dans le rapport 9 recommandations, c'était les deux plus importantes, c'était les avis juridiques et la loi de blocage. Et donc j'ai très très bon espoir, je ne peux pas vous donner une date, et puis c'est pas à moi de faire ces annonces, parce que je pense que ça c'est le gouvernement qui prendra l'initiative. Mais je pense que, notamment dans le cadre de la présidence française en 2022, où cette problématique du renforcement de la souveraineté européenne, donc je pense que ça sera sans doute à l'agenda européen, dans le cadre de la présidence française,
mais et aussi dans le cadre de l'agenda législatif en France. Donc vous sentez bien le gouvernement français prêt à prendre ce dossier à bras-le-corps? Ah ben, je ne sais pas, j'en suis mais persuadé, oui. Sophie Semla, vous voulez rebondir? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Raphaël, parce que c'est vrai qu'on n'est pas aidé là-dessus par les autorités françaises. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'Agence française anticorruption. Et par exemple, l'Agence française anticorruption considère que le secret professionnel, y compris des avocats, ne lui est pas opposable. Et il y a quand même dans le cadre des CGIP, donc les nouvelles dispositions de transactions pénales, des recommandations qui ont été publiées par l'Agence française anticorruption et le PNF, qui incitent très clairement les avocats à se démettre de leur secret en communiquant des documents soumis au secret. Et là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire déjà au niveau des autorités judiciaires, pas judiciaire, parce que la FA est une autorité administrative, mais pour qu'elles prennent conscience de ça et comprennent que par leur rôle, elles peuvent aussi défavoriser les entreprises françaises. Et il y a là-dessus, on parlait de la FA en aparté tout à l'heure avec Raphaël, mais il y a un sujet, et je pense que là, c'est aussi le rôle des autorités en général de respecter le secret professionnel tel qu'il existe, quitte à l'étendre. Et d'ailleurs, moi je suis avocate, je ne suis pas du tout opposée à ça, parce que je pense que c'est une bonne chose pour l'entreprise et pour les clients. Alors, il y a un grand débat au sein des avocats et tout le monde n'a pas la même vision des choses, mais il faudrait déjà que les autorités françaises respectent le secret professionnel tel qu'il existe et pour comprendre que ça protège aussi les autorités dans le cadre des procédures américaines, parce qu'on a quand même un niveau... Aujourd'hui, quand l'AFA vous dit le secret professionnel n'est pas opposable, vous devez faire des rapports d'enquête sur les alertes et nous les donner et les conserver. Mais ça veut dire que les autorités, si une société française fait l'objet de poursuites aux États-Unis, les autorités américaines vont lui demander... Et qu'est-ce qu'on va répondre? Attendez, c'est pas opposable à vos propres autorités, pourquoi ce serait opposable à nous? Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, mais qui est un peu très en dehors de ça. Raphaël Gauvin, si vous voulez rebondir, après on continue. Non, je partage évidemment l'analyse et ce point. On a sur ce point un gros effort alors, de pédagogie, je ne vais pas dire ça face aux magistrats et vous avancez sur un terrain glissant, d'explication et du fait que ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place une législation qui soit exactement la même que ce qui se passe dans le monde entier. Pas plus protecteur, pas moins protecteur pour nos entreprises et pour... mais ni on va plus, y revenir, ni moins. On va y revenir plus tard dans le débat. Nicolas Ravaille, vous êtes, si je puis me permettre, un détecteur de signaux faibles à Bruxelles notamment. Est-ce que vous sentez les Européens prêts à aller ferrailler contre les Européens sur ce dossier incroyable de l'extraterritorialité ? Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors, à l'école de guerre et économique, on est nombreux à avoir travaillé sur ce sujet, avec des regards croisés et des regards même parfois différents, mais avec un axe central qui repose sur les travaux de Christian Arbulot, à savoir pourquoi on ne se défend pas, c'est-à-dire pourquoi on n'utilise pas notre puissance. Et je crois que si on veut arrêter l'extraterritorialité du droit, il n'y a qu'une seule vraie possibilité, c'est que l'Union européenne fasse la même chose. Et elle ne le fait pas. Ce qui veut dire qu'il y a une première question, c'est est-ce qu'elle peut le faire? Parce que souvent on nous dit gouvernance complexe, divergence de compréhension des enjeux, etc. Oui, elle peut le faire. Elle peut le faire. Et si on remonte même un petit cran en arrière, les Américains considèrent qu'il y a déjà des éléments du droit européen qui sont des éléments constitutifs d'extraterritorialité. Ils considèrent que le RGPD, c'est de l'extraterritorialité du droit américain parce qu'on peut poursuivre quand bien même les données sont utilisées en dehors du sol européen dès lors que la personne qui les détient à la base réside sur le sol européen. Ils considèrent, et ça c'est presque plus lié encore à l'extraterritorialité telle qu'ils la pratiquent, que le règlement européen EMIR, et avec les chambres de compensation, les contrats de gré à gré, c'est un embryon d'extraterritorialité du droit européen. Ensuite, le réflexe de l'Europe sur ce dossier, ça a été d'adopter aussi une loi dite de blocage. Il y avait un règlement européen très ancien de 1996 qui a été modernisé en 2018. Mais bon, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est inopérant. Il n'est pas activé, il est très difficile à activer. Et quand bien même il sera activé, en plus c'est un non-sens de demander aux Européens de payer l'ardoise des dégâts qui sont occasionnés par les Américains. On a raté une occasion très récente
en créant un parquet européen. Il y a eu la création d'un parquet européen qui était compétent pour tout ce qui était question de fraude, pour tout ce qui est question de fraude au budget de l'Union européenne. Il était possible, alors on ne peut pas avoir aujourd'hui de droit pénal des affaires européens comme il y a un droit aux États-Unis. Néanmoins, avec un parquet européen sur les valeurs, sur la monnaie, dire on aurait pu faire énormément de choses et on ne l'a pas fait. Donc moi, ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet, c'est ça, c'est de se dire pourquoi les Européens n'ont pas réagi. Et je dois dire que c'était quand même choquant, l'affaire Alstom, le sort réservé à M. Pierucci, ce qui est quand même invraisemblable et d'une violence d'État assez inégalée. La seule solution, c'était justement donc que l'Europe réagisse. Et en regardant, en cherchant, en travaillant sur le sujet, j'en suis arrivé à considérer que l'Union européenne ne réagissait pas par intérêt. Elle estime qu'elle n'a pas intérêt à réagir. Alors, comprenez-moi bien. Pourquoi elle n'a pas intérêt à réagir ? Moi, je n'accable pas l'Union européenne, je ne la défends pas. Moi, mon propos, c'est de défendre des opérateurs économiques français dans l'Union européenne. J'ai été avocat, puis j'ai travaillé pour l'Union européenne, et depuis, c'est mon boulot. Si elle ne le fait pas, je pense que son premier regard, c'est l'Union européenne, elle ne pense pas géopolitique. Les Américains se servent de l'extraterritorialité du droit comme une arme géopolitique. L'Union européenne n'en fait pas. Elle n'en fait pas pour des raisons historiques, c'est compliqué pour certains États membres, elle n'en fait pas pour des raisons aussi de structure d'État, de culture. Il y a toute une série d'États qui n'ont de diplomatie qu'économique, à commencer par la Belgique d'ailleurs, sur lequel est le sol des institutions. Et vous avez ensuite des divergences d'États qui sont très fortes et qui donc rendent très difficiles les prises de position géopolitiques. Donc si on élimine la carte géopolitique, il faut regarder ce qui est la grille de lecture de l'Union européenne. C'est essentiellement la politique commerciale. Et d'ailleurs, l'extraterritorialité du droit, c'est une arme qui est une arme de politique commerciale. Donc, en la matière, l'Europe a une compétence exclusive. Les États membres n'en ont plus. Donc, c'est à elle de le faire. Et cette compétence exclusive, elle l'exerce avec un regard qui est celui de la balance du commerce extérieur, qui fait, je regarde combien je vends aux États-Unis, combien les États-Unis vendent chez moi, et la différence, c'est 120 à 140 milliards d'euros d'excédents commerciaux européens depuis des années aux États-Unis. Et à partir du moment où on a ce chiffre aussi massif d'excédents positifs dans ce solde avec les États-Unis, on estime que si jamais on durcit la relation commerciale avec eux en pratiquant l'extraterritorialité du droit européen, on va perdre. On n'a pas intérêt à faire ça. Il faudrait aussi regarder les investissements directs américains en Europe et européens aux États-Unis, et on arriverait à peu près à la même conclusion. Et c'est jusqu'alors ce qui a bloqué, je pense, toute réponse de l'Union européenne. Il y a d'autres raisons qui agissent également, qui sont des raisons... je me souviens, dans mes souvenirs d'avocat, d'avoir appris ce qu'était une arme par destination. De mémoire, c'est des dispositions de l'article 132-5 du Code pénal français qui vous dit que c'est une intention, c'est une arme, un objet qui donc va être transformé en arme dans l'intention de tuer ou de blesser. Et l'extraterritorialité du droit américain, c'est ça. Ça blesse, on vous met une amende, c'est ce qui a été évoqué. Vous regardez, les Allemands ont pris aussi des amendes, mais ces amendes sont très nettement inférieures au bilan positif qu'ils ont du solde commercial avec les États-Unis. Donc ils se disent, je suis racketté, mais finalement c'est rentable, j'ai pas intérêt à changer le système. Et puis vous avez aussi donc l'arme qui sert à tuer. Et tuer, en termes de langage économique, c'est la prédation. Et la prédation, qui l'a subie, c'est les Français. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé avec Alstom. Et là, c'est beaucoup plus grave, parce que ça porte atteinte à votre souveraineté énergétique, ça porte atteinte aussi à vos intérêts dans le long terme. Et c'est face à ça qu'il y a la nécessité aussi de réaction. Et là, pratiquement, nous, Français, on est quasiment les seuls à avoir rencontré une situation aussi violente et récurrente, qui dérangeait finalement même pas les autres, parce qu'ils se disaient, bon, après tout, moi que j'ai un concurrent français ou américain, finalement, c'est peut-être mieux d'avoir un Américain qu'un Français, donc laissons faire. La seule réaction qu'il y a eu est un petit peu récente, où vous avez eu une menace de l'extraterritorialité du droit américain sur Nord Stream 2, qui est cet axe énergétique russe-Allemagne, où là, quand même, l'Allemagne s'est dit, là, il faut siffler la fin de la partie, et vous avez un député extrêmement influent au Parlement européen, Bernd Lange, qui
et Land de Volkswagen, donc il défend a priori les intérêts commerciaux de Volkswagen et donc fait qu'il ne fallait pas trop aller là-dessus. Là, quand même, ils ont réagi par question parlementaire en disant à la Commission, c'est l'équivalent d'un petit tir de sommation, hein, pour dire halte là, il ne faut pas aller plus loin. Mais en même temps, ce même parlementaire, il vient de signer, d'être rapporteur d'un rapport parlementaire qui encourage l'accord douanier avec les États-Unis. Et c'est sur un petit sujet important pour ceux qui sont dans le secteur agricole, agroalimentaire et dans la pêche et le homard. Mais dans son rapport, il dit clairement que ça doit aller plus loin. Donc la tendance de l'Union européenne, c'est beaucoup plus celle-ci que de durcir les relations avec les États-Unis. C'est au contraire de prendre le chemin inverse. Il y a enfin une dernière raison, qui est une raison qui est beaucoup plus cachée, que moi j'appelle l'intraterritorialité du droit européen. Alors on va dire ça va de soi que le droit européen soit de l'intraterritorialité, mais c'est un concept d'intelligence économique qui explique comment les Allemands, notamment, vont utiliser le droit du marché intérieur européen dans la relation avec les États-Unis. Et ils le font de deux manières. Ils le font d'une première manière par la commande, par exemple, publique de défense, qui, elle, laisse aux États membres une totale souveraineté. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont aller acheter des avions de guerre aux États-Unis. Et ça sert de monnaie d'échange quand les États-Unis veulent ensuite éventuellement taxer les voitures. Ils disent, écoutez, très bien, si jamais ils achètent ça, nous, alors, on ne va plus acheter d'avions de combat. Nous, par rapport à ça, Français, on est totalement piégés. Parce qu'on ne peut pas dire aux Allemands, si vous ne m'achetez pas des Rafales, moi je vais taxer vos Volkswagen en France. Si on fait ça, automatiquement la Commission européenne engage une procédure d'infraction contre la France, on est condamné et on ne peut pas le faire. Et donc, ce qui veut dire que ça sécurise beaucoup les intérêts allemands aux États-Unis, et donc ça ne plaide pas du tout pour que l'Union européenne agisse de puissance à puissance face aux Américains. Dernier élément, c'est que nous aussi, par le droit européen, on crée de la norme, on crée de la législation, et que ça sert aussi des fois à prendre le contrôle d'entreprises étrangères sans que réellement elles s'en rendent compte. Donc on fait un peu la même chose, sauf qu'on ne le fait pas par l'extraterritorialité, mais comme je le dis, et ça la France doit absolument réagir là-dessus, parce qu'elle ne comprend toujours pas, malgré une entrée en vigueur en 1987, cette violence du marché intérieur européen, mais c'est aussi une arme et une puissance sur la scène internationale. Merci. Frédéric Pierucci, d'abord, et peut-être Raphaël Gauvain, voulait réagir sur ce qu'a dit Nicolas Ravaille. Les Européens ne semblent pas vouloir se jeter dans la bataille contre les Américains. Donc, finalement, si on écoute Nicolas Ravaille, la bataille est perdue d'avance. Alors, en Europe, nous avons pu réagir à l'extraterritorialité américaine dans les années 80-90 lorsqu'ils ont attaqué les entreprises européennes sur le droit à la concurrence. À l'époque, nous n'étions pas 27, nous étions un petit club et nous avons à l'époque mis aussi des amendes extrêmement importantes aux entreprises américaines pour enfreindre le droit à la concurrence. Ce qui fait que maintenant, chacun lave son linge sale de son côté et Mme Verstager est un peu l'égérie du droit à la concurrence au niveau européen. On a réussi à se faire respecter. 25 ans plus tard, sur les nouvelles attaques extraterritoriales américaines, notamment sur la corruption, on est incapable d'avoir cette coordination que nous avions eue dans les années 80-90. Pourquoi ? Parce qu'on est à 27. Sur les 27, il y a deux grands groupes. Il y a ceux qui se sont fait attaquer par les États-Unis et ceux qui ne se sont pas fait attaquer. Les États-Unis ont attaqué qui ? Principalement les pays où il y avait encore une industrie, où il y avait encore des technologies qui étaient concurrentes des entreprises, de celles qui étaient développées par les entreprises américaines. Donc c'est qui ? C'est la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, la Belgique, l'Angleterre, etc. Pas la Belgique, pardon, la Hollande, l'Angleterre, etc. Les pays de l'Est, la Pologne, Roumanie, Bulgarie, etc., n'ont jamais été attaqués par l'extraterritorialité américaine sur ces sujets-là. Les pays baltes, encore moins. Donc, vous avez maintenant plusieurs Europes. Une Europe qui a intérêt à réagir et qui le fait plus ou moins. Et c'est vrai que la France est certainement le pays à l'avant-garde de cette lutte et qui a le plus d'intérêt à réagir à l'extraterritorialité américaine. Les Allemands, comme vous l'avez expliqué, ont moins d'intérêt à le faire. Et plus vous allez vers l'Est, moins ils ont d'intérêt à le faire. Donc, il y aura
il n'y aura aucune solidarité européenne sur ces sujets-là. Et donc, espérer qu'il y aura cette réaction forte de l'Europe en disant on va rendre la monnaie de leur pièce aux États-Unis et on va rééquilibrer les relations comme on a pu le faire dans les années 80, c'est une vue de l'esprit. Si on attend ça, ça veut dire qu'on se paralyse et qu'on ne fera rien. Donc, au niveau français, nous avons commencé des actions. On a mis en place la loi Sapin II. La loi Sapin II est principalement une loi défensive. C'est-à-dire qu'on essaye de faire payer au Trésor français les amendes des entreprises françaises, plutôt que ça ne soit payé au Trésor américain. On a eu des succès. Société Générale, on a réussi à récupérer 50% de l'amende, alors que sans la loi Sapin II, ça serait parti aux États-Unis à 100%. Airbus, on a récupéré les 2 tiers de l'amende. Donc, encore une fois, un succès, on a récupéré plus de 2 milliards. Mais tout ça, c'était sur des cas qui étaient déjà sous enquête américaine ou sous enquête anglaise. On n'a pas encore utilisé la loi Sapin II de manière agressive, comme les États-Unis l'ont fait, pour rééquilibrer ces échanges. Par exemple, en sanctionnant des entreprises américaines dont le siège est en France pour enfreinte à la loi Sapin II. Donc, autre exemple d'incurie de l'Europe, si vous regardez ce qui s'est passé sur le numérique et notamment sur la partie d'évasion fiscale, lorsque la Commission européenne a sanctionné Apple de 17 milliards d'amendes pour évasion fiscale, même l'Irlande qui devait récupérer ces 17 milliards n'en voulait pas, parce qu'il voulait continuer à être un des paradis fiscaux en Europe. Comme le Luxembourg, comme bien d'autres pays. Résultat, la Cour de justice européenne a cassé même la décision de la Commission européenne sur le paiement de ces 17 milliards. Donc, on n'est absolument pas prêt à avoir une coordination européenne sur ces sujets-là. Et plus on va aller dans les problèmes du numérique et de respect de la data, ça va être encore pire. Donc, je pense qu'il faut prendre notre destin en main en France. Il faut continuer à montrer la voie, comme on l'a fait avec le rapport Gauvin, avec toutes ces initiatives et la loi Sapin II. Si on arrive à imposer la loi Sapin II, entre guillemets, dans d'autres pays européens, ça sera un premier pas. Mais on arrivera à rééquilibrer cette asymétrie qu'en sanctionnant aussi les entreprises américaines. Je pense qu'il faut rééquilibrer. C'est un pays qui, malheureusement, ne comprend que le rapport de force. Et si nous ne montrons pas que nous faisons aussi la même chose, ça ne marchera pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'entre-temps, vous avez les Chinois qui sont en train de faire la même chose. Comme Sophie l'a dit, les Chinois n'ont pas été trop sanctionnés sur la partie anticorruption, mais l'ont été sur la partie contre les exportations, respect des embargos, avec l'affaire Huawei et l'affaire ZTE. Ils fourbissent leur loi extraterritoriale. 1er décembre, vous avez la loi sur les embargos chinois qui va être mise en place et qui va s'appliquer à tout le monde. Donc là, ils vont, la 1er décembre, dans 15 jours. Et ils sont en train de fourbir leurs armes sur le reste de l'aspect législatif. Donc, on va être pris en étau et il faut qu'on arrive à créer des partenariats. Raphaël Gauvin, est-ce que vous partagez ces 2 points de vue de M. Pierucci et de M. Ravaille ? Je partage tout à fait le constat. C'est évidemment vrai que l'Europe, dans ses histoires d'extraterritorialité, a fait preuve d'une très très grande passivité fautive sans doute. Et le gros problème qu'il y a actuellement, c'est que là où il y a un vrai déséquilibre, c'est que l'Europe n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su, depuis les années 90, dans le cadre de cette guerre économique, mettre en place des moyens, des armes à disposition d'une politique pour contrer l'extraterritorialité américaine. On avait commencé avec la loi de blocage en 1996, mais c'était un premier pas, mais on n'est sans doute pas allé assez loin. Ça s'explique sans doute par, vous avez raison, ce déséquilibre des exportations, etc. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que je suis persuadé qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau européen, au niveau des dirigeants européens, sur la nécessité de mettre en place de nouveaux instruments dans le cadre de cette guerre économique, face aux États-Unis comme face à la Chine. Et dans ce monde
qui émerge, et donc l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, il y a cette prise de conscience de la nécessité de renforcer l'Union européenne et qu'elle se dote d'une politique beaucoup plus ambitieuse en matière de projection et pour combattre les attaques en matière d'extraterritorialité. Et ça, juste pour terminer, je pense que c'est quelque chose qui ne se jouera pas au niveau du Parlement européen, au niveau de la Commission européenne. Ça se jouera, c'est des décisions qui doivent être prises évidemment au niveau du Conseil, au niveau de l'ensemble des chefs d'État. C'est une politique qui doit être prise au niveau de l'ensemble des chefs d'État. Et là, dans la configuration européenne post-Brexit, ce qu'il faut, c'est que, comme d'ailleurs souvent dans l'histoire de la construction européenne, il faut que le couple franco-allemand soit extrêmement moteur dans la mise en place de ces instruments au service de cette politique pour contrer et pour avoir des armes dans le cadre de l'affrontement à venir entre les États-Unis et la Chine. Et ça, vous avez rappelé l'histoire Nord Stream 2, il y a tout un certain nombre d'affaires qui, ces dernières années, sont intervenues, et je reste persuadé, enfin assez optimiste, sur le fait que la France et l'Allemagne vont pouvoir être moteurs dans la mise en place de cette souveraineté, de cette politique de souveraineté au niveau européen pour contrer les attaques américaines. L'avenir nous le dira. Sophie Semla, est-ce que sur le plan juridique, la France et l'Europe peuvent arrêter ce rouleau compresseur de la justice américaine? Est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que concrètement, avec la loi Sapin 2, l'Agence française anticorruption, le parquet financier, le parquet national financier, est-ce que ce sont des moyens qui sont capables d'arrêter aujourd'hui cette intrusion de la justice américaine dans nos affaires européennes? Alors, déjà, je voudrais dire une chose sur la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, elle n'a pas créé l'extraterritorialité des lois. La loi Sapin 2, elle a juste institué l'obligation pour les entreprises françaises de mettre en place un dispositif anticorruption de conformité, de compliance, préventif, et elle ne sanctionne que le défaut de mise en conformité. C'est-à-dire que cette loi qui se veut défensive et protectrice des entreprises françaises, en fait, les affaiblit, parce qu'elle les oblige à mettre en point des dispositifs anticorruption qui sont plus lourds et plus contraignants que ce qu'imposent les normes américaines ou même anglaises, qui étaient déjà assez précursoristes dans le modèle. Et en plus, l'AFA qui était quand même là pour aider les entreprises françaises, a créé des recommandations et a imposé des mesures de plus en plus contraignantes. Et son dernier projet de recommandation, qui a donné lieu à une consultation publique sur laquelle on a répondu, va très très loin, parce qu'elle impose encore des contraintes encore plus dures aux entreprises françaises. Donc ça, je ne pense pas que la loi Sapin 2 ait fait beaucoup de bien aux entreprises françaises, même si c'est très bien qu'on se mette à la conformité, qu'on ait des standards plus importants. Alors je sais qu'il y a des projets de directives pour créer ça au niveau européen, et ce serait peut-être très bien, mais il y a un dispositif sur la lutte contre la corruption et les affaires qui ont donné lieu. On a un dispositif dans le code pénal qui date de la ratification de la Convention OCDE partout en Europe, parce que les États européens ont ratifié la Convention OCDE, qui prévoit qu'en matière de corruption internationale, il y a une extraterritorialité des lois qui est similaire à celle du FCPA américain. Exactement le même texte, les mêmes règles applicables. Alors c'est vrai qu'il y a moins, il faut qu'il y ait un lien de rattachement avec le pays, qu'il y a moins souvent de rattachement avec la France ou l'Europe dans ce cadre-là qu'avec les États-Unis, parce qu'il y a plus de flux financiers ou plus les États-Unis sont plus grands, plus importants, donc c'est vrai qu'il y a plus d'échanges et plus de filiales aux États-Unis qu'il y en a en Europe, mais on a cette possibilité-là. Et on le voit parce qu'il y a des décisions qui ont été rendues. Par exemple, il y a une décision, il y a une CGIP qui a été signée contre la Bank of China récemment, qui est sur une affaire de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, mais peu importe, on voit qu'on a la capacité de sanctionner des entreprises étrangères. Donc on a le dispositif légal, et tous les États européens ont ça, puisqu'ils ont tous ratifié la Convention. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une volonté des autorités judiciaires, même si l'AFA n'est pas une autorité judiciaire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette volonté de jouer l'extraterritorialité ? Mais l'AFA, elle n'a pas joué l'extraterritorialité parce qu'elle ne contrôle que les entreprises qui sont soumises à Sapin 2, c'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 500 salariés en France.
et qui font un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Donc, elle n'a pas de pouvoir extraterritorial. L'AFA, je pense que c'est un faux débat. C'est pas l'AFA, elle va dire, OK, même si elle sanctionne une entreprise américaine, dire, ah, c'est pas bien, vous n'avez pas un bon dispositif anticorruption. Au pire, vous allez payer 1 million d'euros d'amende parce que votre dispositif n'est pas conforme et il faudra le remettre en forme. C'est pas dramatique, c'est pas une sanction pour corruption en Afrique. Donc je pense que c'est pas à l'AFA de jouer ce rôle, c'est au PNF de jouer ce rôle et aux autorités judiciaires, parce que c'est l'AFA, c'est pas le PNF. L'AFA, elle est juste là pour voir si on respecte les règles de compliance. Elle n'est pas là pour enquêter sur des affaires de corruption. Peut-être que c'est au PNF de le faire, comme ils l'ont fait, je vous dis, dans cette affaire Bank of China. Alors, il y a une condamnation de Google sur des sujets de fraude fiscale. Donc, on a cette possibilité-là et tous les États européens ont cette capacité-là. Donc, c'est aussi une volonté politique. Alors, les magistrats, quand vous leur dites ça, quand on a des débats au sein de l'International Bar Association en disant « mais alors pourquoi on n'a pas ça en France ?» Et ils vous disent « oui, mais il y a moins de liens avec la France, c'est plus difficile d'attraper des entreprises américaines que parce que si vous êtes une entreprise française, vous avez forcément une filiale aux États-Unis, l'inverse n'est pas vrai, donc nous, on a du mal. » Mais je pense qu'il n'y a pas véritablement, alors peut-être un manque de moyens, un manque de, ça je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette capacité juridique de le faire. Donc à vous écouter et à vous résumer, on a l'impression que la France lave plus blanc que les autres et que finalement elle ne veut pas tellement jouer cette carte de l'extraterritorialité. Peut-être que Nicolas Ravaille veut répondre là-dessus ou rebondir sur les propos de Madame Saint-La. Merci. Je crois que ce qui a été dit est très important et de nouveau, c'est pour moi un problème de complémentarité entre les dispositifs nationaux qui vont plutôt être répressifs, comme ça vient d'être évoqué, et de politique commerciale qui est la compétence de l'Union européenne. Ce qui, je crois, est important de dire, c'est que et c'est vrai que ça procédera du Conseil européen et d'une volonté et donc d'un rapport de force que la France doit engager et qui jusqu'alors n'a pas été engagé sur la scène européenne. C'est important parce que les Américains défendent leurs intérêts et quelque part c'est bien normal. Donc nous, c'est la même chose. On raisonne pareil. Et il y a une habileté dans la stratégie américaine, et on le voit bien parce qu'on est quand même au Paris Air Forum, et sur la dimension, l'aéronautique, c'est quand même un sujet de contentieux récurrent avec les États-Unis, Boeing, Airbus. On voit très bien dans leur habileté par rapport à ça, ils vont aller répliquer sur ce segment-là, mais ils attaquent aussi ailleurs. Moi, je vois en permanence des plaintes du secteur agricole et agroalimentaire qui dit arrêtez de défendre Airbus. Et en même temps, les gens d'Airbus trouvent que l'Europe les défend pas assez. Et ces mécanismes de division intra-européens entre filières, on a parlé du jeu des États, mais il y a aussi le jeu des filières. Et ça, c'est absolument diabolique, parce que la seule réponse qui était de dire aux filières agricoles, agroalimentaires, bah oui, certes, vous êtes le dégât collatéral de cette histoire-là, on va vous payer une campagne de promotion aux États-Unis pour compenser le fait que vous soyez surtaxé, honnêtement, c'est de la rigolade. Ça, c'est de la rigolade. Donc eux, ils se retournent ensuite contre l'Union européenne en disant, bah, écoutez, arrêtez de défendre Airbus. Et ce processus-là est un processus d'affaiblissement extrêmement violent, parce qu'on a parlé des dissensions entre États, maintenant, on a des dissensions entre filières. Et ça, il faut vraiment, vraiment arriver à mettre un terme à ça. Le dernier point, c'est que quand l'Union européenne, et elle vient de le faire pendant la crise Covid, et c'est plutôt heureux, prend des mesures de protection, elle en a pris sur les investissements directs étrangers, chinois, américains, pour éviter la prédation accrue, enfin, pas totalement, hein, ça reste à mon avis insuffisant, mais c'est quand même une démarche positive, il faut la saluer. Le problème que ça a, c'est que vous avez des Américains qui ont déjà des véhicules financiers extrêmement puissants aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande et ailleurs, comme ça a été dit, qui, eux, donc, sont déjà dans le cœur de l'Europe. Et si vous pouvez bloquer peut-être plus facilement les Chinois, vous pouvez les bloquer, eux, moins facilement, parce que vous avez une des 4 grandes libertés du marché intérieur, qui est la liberté de circulation des capitaux. Donc, en gros, vous éliminez les concurrents extra-européens pour vous faire racheter par des intra-européens. Mais pour nous, Français, la violence, c'est la même. Ça veut dire que c'est la même disparition d'entreprises, c'est la même perte d'activité économique dans nos territoires, et c'est le même processus de désindustrialisation. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie française dans l'Union européenne, plus que, j'allais dire, faut être français à Bruxelles, plus qu'être européen à Paris. Ça sert à rien, ça sert à rien. Et en plus, je pense même que ça menace le projet européen parce que ça le déséquilibre.
Donc pour sauver l'Europe, il est plus que temps que la France envoie des signaux, mais beaucoup plus forts, en prenant compte ces dissensions entre États et entre filières, pour chercher cette sortie puissante par le haut. Avant d'aborder un dernier point sur le Cloudite, il nous reste à peu près 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Je voudrais poser une question à Frédéric Pierucci. Vous avez dit que toutes les entreprises européennes étaient ciblées par les États-Unis. Or, on a l'impression que quand même les principales entreprises européennes sont quand même allemandes, françaises, voire britanniques. On n'a pas l'impression que les entreprises espagnoles, italiennes, qui ont quand même des industries, ou même suédoises, qui ont quand même des industries, sont ciblées par des attaques américaines. Tout à fait. La Suède a aussi subi les fourches codines américaines, pratiquement au même niveau que la France, alors que c'est un peu beaucoup plus petit pays. Vous avez Telia, Ericsson, ABB, les grandes sociétés suédoises ont toutes été sanctionnées pour enfreinte au FCPA. Et pour juste vous montrer encore le lien qui a été fait sous l'administration de Trump entre l'exécutif et le juridique, vous avez par exemple le patron du Department of Justice, M. Barr, qui a annoncé juste après avoir mis l'amende de $1 milliard à Ericsson qu'il fallait absolument que des investisseurs américains rachètent soit Nokia, soit Ericsson, soit les deux pour pouvoir contrôler la 5G. Donc vous imaginez M. Dupond-Moretti dire qu'il faut racheter telle ou telle entreprise pour asseoir la souveraineté numérique française. C'est complètement irréaliste de penser cela. Par contre, aux États-Unis, il n'y a aucun problème pour maintenant faire le lien entre les deux. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ne peut pas discuter de souveraineté juridique sans discuter de souveraineté militaire, de souveraineté économique, de souveraineté numérique. Tout cela est lié. Vous n'allez pas réagir de la même manière si vous avez 30 000 GIs sur votre sol que si vous n'avez personne et que vous avez une indépendance nucléaire. Le problème de l'Europe actuellement, c'est que depuis que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, la France est la seule puissance nucléaire en Europe. Les pays voisins, l'Allemagne, et plus on va vers l'Est, moins ils le souhaitent, ne veulent pas se mettre sur le parapluie nucléaire français. Ils préfèrent continuer à être sur le parapluie nucléaire américain. On l'a vu juste après l'élection de Biden. La ministre de la Défense allemande a dit de toute façon, il y a une seule voie, c'est la coopération avec l'OTAN, et donc on en revient au problème des marchés militaires passés par l'Allemagne avec les États-Unis. Donc il faut acheter américain. Donc à partir du moment où on ne peut pas avoir de souveraineté militaire en Europe à 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir du mal à créer une souveraineté numérique, à créer une souveraineté juridique, à créer une souveraineté économique pour les entreprises. Donc ça, j'ai beaucoup de mal à voir où est-ce qu'on va aller de ce côté-là. Sur la souveraineté numérique, les États-Unis nous sortent une loi extraterritoriale tous les ans. Il y a une semaine, ils viennent de nous sortir une loi extraterritoriale sur le dopage dans les compétitions sportives. Maintenant, ils peuvent sanctionner toute agence dans le monde qui fait du dopage contre les athlètes américains. Le summum de l'extraterritorial, ça a été le Cloud Act qu'ils ont mis en place en mars 2018, qui, pour moi, n'est qu'une légalisation du projet PRISM, du projet échelon de la NSA, qui leur permettait d'aller chercher des données un peu partout dans le monde. Ils se sont fait prendre la main dans le sac avec l'affaire Snowden. 4 ans après, ils ont légalisé. Ils disent, à partir du moment où vous stockez vos données dans le cloud, chez un service provider américain, donc chez Microsoft Azure, chez Amazon, nous pouvons aller chercher ces données s'il y a une demande, etc., etc. Donc là, on en arrive au paroxysme de l'extraterritorialité, vu que toutes les entreprises ont une stratégie cloud et il y a très peu d'alternatives aux offres, en tous les cas, faites par les grands du secteur américain. Donc là, nous avons une réaction plus coordonnée en Europe, on va dire, c'est avec le RGPD que nous avons réussi à mettre en place. Et maintenant, on a eu l'arrêt Schrems 2 de juillet qui interdit le transfert des données vers les États-Unis, d'Européens vers les États-Unis. Donc là, ça va être extrêmement intéressant de voir comment ça va se mettre en place dans les prochains mois, comment nous allons réagir sur ce dossier-là. Est-ce que nous allons avoir le courage maintenant de sanctionner les entreprises américaines qui transfèrent les données d'Européens vers les États-Unis? Parce que c'est bien beau d'avoir des lois, c'est bien beau de faire des décrets au niveau de l'Europe. Encore une fois, maintenant, il faut les appliquer. Et je pense que tant qu'on ne les appliquera pas de manière stricte, on va continuer à se faire dépouiller.
Qui veut réagir sur le cloud out? Est-ce qu'on peut arrêter l'extraterritorialité américaine sur ce thème-là, ou on a perdu d'avance, ou le panorama que vous nous décrivez est tellement noir que on rend les armes tout de suite? Raphaël Gauvin, Sophie Semla et Nicolas Ravaille. Alors rapidement, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Alors extrêmement rapidement, je partage tout à fait ce que vient de dire Frédéric Perucci. Est-ce que c'est une bataille perdue d'avance? Non, évidemment que non. Le commissaire européen français, M. Breton, cet été, l'a déclaré. C'est une politique qui est en réalité beaucoup plus globale, qui touche la souveraineté numérique, et notamment cette maîtrise de données. Il faut qu'on arrive à stocker et gérer les données des Européens en Europe. Et comme en matière d'extraterritorialité, comme exactement ce qu'on a fait avec Sapin 2, etc., ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place un rapport de force avec les États-Unis. Et donc là encore, avec cette histoire de Cloud Act, il faut qu'on mette en place un rapport de force, exactement ce qu'on a fait avec le RGPD, donc qui concerne les données des personnes, les données personnelles, les données personnelles. Il faut qu'on mette en place exactement le même bouclier, la même arme concernant les données des entreprises, les données des personnes morales. Et il faut qu'on mette pour établir ce rapport de force avec les États-Unis. Ça, c'est une disposition qu'on peut prendre en France, dans le prolongement de la loi de la réforme, moi que j'appelle de mes voeux, de la réforme de la loi de 68. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on porte au niveau européen pour étendre la protection du RGPD à l'ensemble des personnes morales. Sophie Semla, est-ce qu'il y a des pare-feux juridiques à ce cloud out? Oui, il y a des pare-feux juridiques. Enfin, c'est pas des pare-feux juridiques, c'est des pare-feux pratiques. C'est-à-dire que déjà, ne pas stocker vos données chez des providers américains, c'est déjà un moyen. Nous, c'est ce qu'on fait dans les dossiers. C'est-à-dire qu'on utilise des propres serveurs qui sont en Europe et qui ne transitent pas aux États-Unis pour justement éviter qu'ils puissent être utilisés. Effectivement, je pense que la loi de blocage, ce qu'a dit Raphaël, je le partage complètement, et de le développer dans le sens du numérique, ou un RGPD sur les données économiques, ça pourrait être une solution, et je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis on a des moyens, ce que je disais tout à l'heure, pour le reste sur l'extraterritorialité, nous aussi on a des lois extraterritoriales qu'on les applique. Nicolas Ravaille. Alors, je crois que sur la question des données, il y aura effectivement une réponse européenne plus forte, plus sensible. Elle est facilitée par le fait qu'on a le RGPD, donc on fera une extension de ce qui existe. Et néanmoins, il faut le faire. Et ce qui veut bien dire que le problème de l'extraterritorialité du droit américain, c'est pas un problème américain, c'est un problème européen. Dire personne au niveau européen n'a la capacité de convaincre les États-Unis d'arrêter. Personne n'arrivera à leur dire. On voit bien d'ailleurs dans la guerre commerciale, même au sens large, l'Union européenne vient de répondre par des taxations qui sont les conséquences de l'affaire Airbus. Alors, elle a attendu les élections américaines parce qu'elle ne voulait pas que ce soit instrumentalisé dans le débat, mais on voit en même temps qu'elle le fait à minima. Et pour le ministre allemand du Commerce, pratiquement en s'excusant de le faire, pour des raisons qui sont des raisons d'intérêt. C'est qu'il ne veut pas menacer leurs milliards d'euros d'exportation là-bas. La France n'a pas les mêmes intérêts, clairement. Parce que ce n'est pas le même tissu industriel. Nous, on n'a pas cette puissance d'exportation. On est à peu près à l'équilibre avec les États-Unis, sans doute pas, parce que les États-Unis, via l'Irlande, via les Pays-Bas, via la Belgique, ils exportent chez nous. Donc la douane ne comptabilise pas ça comme des exportations américaines, mais en réalité, c'est par le truchement du marché intérieur que ça revient, ce qui veut dire qu'on est probablement peut-être un peu déficitaire. Donc nous n'avons pas les mêmes intérêts. Et l'Europe, elle ne va défendre les intérêts des Européens qu'à partir du moment où la France et les autres expriment leur puissance. Et donc l'enjeu, c'est un enjeu de puissance de la France dans l'Europe pour rééquilibrer ça. C'est la seule solution, c'est qu'on fasse pareil au niveau européen. Et pour ça, ça n'ira pas de soi. Donc c'est vraiment un enjeu pour moi qui est d'abord franco-français, qui demande une mobilisation chez nous. Raphaël Gauvin, vous voulez rebondir? Juste très rapidement. Rebondir en 15 secondes, c'est évidemment un enjeu européen et c'est un enjeu politique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que ça se passe au niveau du Conseil, au niveau du Conseil d'État. Et c'est un problème de volonté politique.
Tout à l'heure, on a parlé de la directive de 96. Qu'est-ce qui s'est passé en 96 ? Il y a eu une agression des Américains qui voulaient mettre en place de nouvelles sanctions sur Cuba. Eh bien là, l'Europe était unie, elle a réagi extrêmement fortement en adoptant cette directive en 1996. Et qu'ont fait les Américains ? Ils ont reculé. Donc, ce qui démontre bien que si l'Europe est unie, si elle a cette volonté politique de s'opposer et de dire non aux Américains comme aux Chinois, on arrivera à les faire reculer. Donc c'est un problème. Avant tout, il faut qu'on mette en place des instruments, on en a parlé, mais c'est avant toute chose un problème politique, de volonté politique de construire cette France et cette Europe, cette politique d'indépendance, cette souveraineté. Dernier point qu'on n'a pas abordé, on va prendre 5 petites minutes par rapport au débat. En plus, le point qu'on n'a pas abordé, c'est est-ce que vous avez l'impression que des pays comme la Chine, la Russie peuvent mettre en place des mesures extraterritoriales? Alors, si vous voulez tous répondre, mais rapidement. Voilà. Frédéric Pierucci. Alors, le rattachement territorial par les États-Unis se fait par deux tuyaux. Le tuyau de l'Internet, bien évidemment, et le tuyau du dollar, du système SWIFT. Ce que font les Chinois et ce que font les Russes, ils essayent de s'isoler de ces deux tuyaux. Donc, ils créent leur intranet, tous les deux. Ils créent leur propre système SWIFT, etc. Donc, pour s'extraire de l'extraterritorialité américaine. Derrière, ils ont commencé à être attaqués. Par exemple, vous avez 2 sociétés russes qui ont été attaquées au FCPA. Vous avez les sociétés chinoises qui ont été attaquées sur les embargos et les sanctions. Et donc, la conclusion du 13e parti du Congrès en mai en Chine, c'est de répondre à cette extraterritorialité américaine par de l'extraterritorialité chinoise. Le premier élément, c'est ce que j'avais dit avant, c'est le 1er décembre 2020, la loi sur les embargos chinoise, donc qui va être mise en place, qui va sanctionner des entreprises, par exemple, qui vendent à Taïwan, qui vendent dans d'autres pays qui au vu de la Chine, mettent en péril l'intégrité du territoire chinois. Donc vous allez avoir cette extraterritorialité qui va se mettre progressivement en place, d'abord sur les embargos et ensuite sur le système bancaire et sur la corruption. Donc on va être pris en étau entre ces deux systèmes. Nicolas Ravaille. Oui, je pense qu'il y a plusieurs menaces sur ce sujet-là. Je rebondis sur l'affaire de 1996 et des dispositions européennes. Ça a été modernisé en 2018 avec l'Iran. Donc là, ce n'était pas Cuba, mais c'était l'Iran. C'était la situation en Iran. Le problème, c'est que les actifs français qui avaient été investis en Iran, ils ont été récupérés par les Chinois. Parce que, comme vient de le dire Frédéric Pierucci, eux, ils ont réussi à se protéger. Et donc, de nouveau, on retombe sur la même problématique de cette inefficience, ce qui veut dire que par rapport à la Chine, l'Europe, vous avez des pays comme les Pays-Bas qui sont totalement déficitaires dans le commerce extérieur avec la Chine, mais qui ne veulent surtout pas que l'Europe réagisse parce qu'ils achètent en Chine pour nous revendre à nous ensuite par le marché intérieur. Donc, eux, ils bloquent toute réponse et toute mesure de protection de l'Union européenne. Et puis, vous avez l'Allemagne, qui est une puissance exportatrice, qui, elle, a des intérêts évidemment inverses, donc de ne pas être dure non plus vis-à-vis de la Chine. Donc ça bloque de nouveau la réaction européenne, ce qui nous renvoie sur la situation française avec quand même un point de vigilance. Moi, qui m'inquiète particulièrement, c'est que je pense qu'il n'y a pas une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aussi forte que ça, et pour tout. Il peut même y avoir une utilisation de l'extraterritorialité du droit américain vis-à-vis des Chinois pour leur dire, si vous voulez continuer à faire beaucoup d'affaires avec les Européens, il faudra passer par nous, parce que la puissance de l'extraterritorialité du droit, nous, vous avez vu comment on a traité les Européens avec ça, donc vous pouvez avoir une alliance objective. Je crois qu'au niveau européen, ils en sont conscients, avec une réponse qui est réelle mais limitée, puisque le dernier accord entre les États-Unis et la Chine, il a fait l'objet quand même d'une plainte de l'Union européenne à l'OMC, hein. Donc, il ne faudrait pas que ces deux grandes puissances s'entendent, j'allais dire, sur notre dos. Il faut là aussi être très vigilant. Le mot de la fin avec Raphaël Gauvain, peut-être ? Écoutez, très rapidement, hein, très rapidement, merci pour ce débat et je reste extrêmement confiant, extrêmement optimiste sur cette volonté et cette construction, ce que je disais tout à l'heure, d'une souveraineté française et européenne dans le cadre de nouvel ordre mondial et cette guerre économique, ce partage du monde, vous l'avez dit, entre les États-Unis et la Chine.
Et ce qu'il faut, c'est que dans les années qui viennent, dans notre droit français comme au niveau de l'Union européenne, on mette en place ces instruments, des instruments juridiques, la loi de 68, la protection de nos avis juridiques, des instruments juridiques au service de cette politique européenne, française et européenne de souveraineté et d'indépendance. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous pour ce débat riche et intense. Et puis, le Paris Air Forum reviendra en juin 2021. Merci à vous.